Bonjour et bienvenue tout le monde à notre semaine de réflexion dans le temps de quarantaine. Je suis avec mon invitée Caroline Réon, qui est fiscaliste et auteure aussi du livre sur comment utiliser les fiducies pour la planification fiscale et successorale. Donc, merci Caroline et bienvenue. Merci. Une des choses qu'on discutait la dernière fois, étant donné qu'on a du temps libre pendant notre quarantaine, c'est les mandats. Souvent, moi, je reçois des gens qui me disent non, mais j'ai pas vraiment d'actifs, je suis un peu jeune. Quand est-ce qu'on doit vraiment regarder à comprendre de rédiger nos mandats? Ben, en fait, c'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'ils sont peut-être trop jeunes, ils n'ont pas suffisamment d'actifs, mais à partir du moment où quelqu'un est adulte, on devrait déjà commencer à penser à la rédaction du mandat parce que ça vise vraiment, c'est vraiment parce qu'on peut décider à l'avance s'il nous arrive quelque chose, ben, qui va prendre nos décisions médicales et aussi par rapport à nos actifs. Et on sait que, bon, ça peut arriver n'importe quand, il peut y avoir un accident, on peut se retrouver dans le coma. On a vu certains sportifs, dépendamment du sport pratiqué, qui peuvent avoir un accident et être dans le coma aussi. Donc ça, c'est important, je pense, d'y penser à tout âge et aussi éviter les chicanes de famille, puis s'assurer qu'on peut prendre des décisions pour nous-mêmes à l'avance. Ben, ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a certaines clauses qu'on doit préciser dans nos mandats qui sont particulièrement importantes? Ben, notamment, bon, toute la question, en fait, des soins médicaux, justement, et là, on voit beaucoup dans l'actualité, tout ce qui se passe un peu dans les centres où est-ce que les personnes âgées vivent présentement, c'est quel type de soins que je veux avoir. Donc, si je me retrouve dans le coma, si je perds mes facultés mentales, ben, est-ce que je veux qu'il y ait de l'acharnement thérapeutique ou pas? Donc, il y a toutes les questions du type de soins qu'on veut avoir. Puis il y a aussi est-ce que je veux rester à domicile le plus longtemps possible? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire, moi, je veux rester le plus longtemps possible à la maison. Donc, je veux que mon mandataire, la personne qui va me représenter si moi, je ne peux plus le faire, ben, puisse prendre de l'argent dans mon compte, faire des rénovations si on doit le faire, s'il faut engager du personnel médical qui vienne m'aider à la maison ou prendre soin de moi. Je veux que ce soit fait. Si vous devez verser des dividendes de ma compagnie, faites-le parce que c'est ce que je veux. Et si j'arrive vraiment à un temps où c'est plus possible parce que c'est devenu dangereux que je reste à la maison, ben où est-ce que je veux aller? Bon, parce que quand on laisse trop de latitude, on ne sait pas où on pourrait se retrouver. Donc, je pense que c'est quand même important de planifier ça. Tantôt, on parlait des gens plus jeunes. Ben, dépendamment de qui est le conjoint qui amène l'argent à la maison. Là, donc, on vit avec quel salaire? Donc, est-ce qu'on vit avec un salaire ou deux salaires? Mais notamment, si la personne qui a perdu ses capacités, c'était cette personne-là qui amenait beaucoup, qui amenait l'argent à la maison, si on veut, ou en bonne partie. Ça prend vraiment une clause dans le mandat pour permettre au mandataire de prendre l'argent dans le compte de la personne inapte et de dire, ben, je vais l'utiliser pour ta famille et ton conjoint parce que autrement, en principe, je ne serais pas supposée de faire ça. Je peux juste utiliser l'argent pour la personne inapte. Évitez, faites attention aussi compte conjoint. À partir du moment où l'institution financière sait qu'il y a une personne inapte, le compte peut être gelé. Alors, important d'avoir deux comptes. On parle aussi reddition de compte. Donc, à la fin de l'année, ou en tout cas au moins une fois par année, la personne qui s'occupe de gérer l'argent, c'est pas mauvais qu'on lui demande qu'elle montre ça à quelqu'un au moins une fois par année. Donc, si j'avais nommé un de mes enfants comme mandataire, puis j'ai d'autres enfants, dire ben, à la fin de l'année, montre à tes frères et sœurs comment tu as géré l'argent, parce qu'on veut quand même avoir un suivi, s'assurer que c'est bien utilisé et vraiment pour la personne. Et la question de la rémunération, lorsque c'est un mandat avec une autre personne physique, deux personnes physiques, la personne, à moins que ce soit prévu vraiment dans le document, ne peut pas prendre de rémunération, donc ne peut pas se payer à même le compte. Donc, même si moi, je m'occupe de quelqu'un, je ne pourrais pas me dire je vais me payer un salaire à moins que ce soit prévu. Donc, important aussi, si on veut rémunérer la personne, que ce soit indiqué dans le mandat. Là, tu parles souvent d'une personne un peu, tu parles de la personne en charge de la finance. Donc, d'après ce que je peux entendre, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir deux personnes en général, peut-être un plus pour le médical et les besoins personnels, autant qu'un pour les financières. Ou est-ce qu'on devrait juste avoir une personne pour les deux? Qu'est-ce que tu as ton expérience? Effectivement, le mandat a deux composantes. Il y a vraiment une section qui va être la section vraiment mandat à la personne, donc tout ce qui sont les décisions par rapport aux soins médicaux. Il y a vraiment une section qui est mandataire aux biens, donc la personne qui s'occupe de gérer les biens, gérer l'argent.
Dans des situations qui sont pas trop complexes, parfois, ça peut être la même personne, mais on s'entend que dès qu'on commence à avoir quelqu'un qui aurait peut-être de l'immobilier, qui est actionnaire, s'il est co-actionnaire avec quelqu'un d'autre ou dans une société en commandite, si ça devient plus compliqué, des biens à l'étranger, on veut quand même que le mandataire qui s'occupe de cette partie-là ait certaines connaissances en finance ou certaines connaissances en affaires idéalement. Donc, souvent, on va voir quand même qu'il y aura deux personnes. Et toi, tu disais que dans ton expérience, tu avais vu plusieurs personnes qui avaient peut-être les compétences au niveau un petit peu plus soft pour s'occuper des soins, mais il y avait peut-être moins les bonnes temps. Quand c'était le temps de s'occuper des affaires, c'était moins bon et vice-versa. Donc, dépendamment à qui on a affaire, on peut vouloir choisir souvent, c'est deux personnalités différentes. Hein? Ça prend deux skills très différents. C'est rare que c'est une personne qui a les deux. Puis même ça, dans mon expérience, évidemment, moi, je travaille beaucoup le cross-border, c'est-à-dire le transfrontalier. Et puis, une des choses que j'ai remarqué souvent, c'est que quand on nomme nos enfants aux États-Unis ou un mandataire qui est extérieur, et comment ça peut amener des complications au niveau de reporting, autant qu'au niveau, souvent, des banques ou les compagnies financières ne peuvent pas prendre une recommandation d'un étranger à condition qu'ils aient des licences doubles. Donc, d'après toi, comment on s'arrange à ce niveau-là? Est-ce que c'est ton expérience aussi? Ben, souvent, comme tu le dis, lorsque le mandataire est à l'extérieur, ben, premièrement, la question de la distance, c'est pas toujours fantastique. Si j'ai quelqu'un qui est à l'étranger, si on a besoin de consentement aux soins, c'est sûr qu'il y a plusieurs transactions qui peuvent peut-être se faire par courriel ou téléphone, mais c'est pas l'idéal. Mais en plus, comme tu le disais, notamment si j'ai quelqu'un aux États-Unis, ça arrive souvent que les enfants vont être aux États-Unis, on va dire, bon, on nommera mon fils, ma fille aux États-Unis. Ben, en plus, il y a la question justement que eux, même s'ils disent faites des transactions dans mon compte, dépendamment de, je pense que c'est la licence, en fait, qui est détenue par le conseiller en placement, parfois, ça ne pourra pas se faire. Aussi, il y a la question du reporting. Donc, un Américain, ils ont beaucoup de conformité. Alors, si je suis un mandataire, il faudra peut-être que je fasse mon FBAR, qui est le Foreign Bank Account Report. Donc, peut-être que j'aurai ça en plus à faire. Et attention aussi, si la personne ici, qui a perdu ses facultés mentales, a une compagnie, une société privée, ben le fait que mon mandataire soit américain, par exemple, ou soit étranger, soit non résident canadien, pourrait faire en sorte que je vais perdre mon statut de société privée à contrôle canadien. Donc, être quand même vigilant par rapport à ça, ça peut vraiment amener certains obstacles au problème. Et là, il faudrait s'assurer d'avoir peut-être un remplaçant aussi dans le mandat, parce que si j'ai pas personne pour remplacer la personne étrangère puis que ça me cause vraiment des problèmes, ben là, il faudra demander l'ouverture d'un régime de protection qui est peut-être pas idéal. Non, je suis d'accord. Surtout quand on fait affaire avec des gens de la Chine ou du Lebanon, souvent, c'est le temps. Le timing est différent. Donc, ça cause d'autres problèmes parce que nous autres, on n'est pas ouverts. Eux autres, ils s'appellent. C'est vrai. On ne peut pas prendre des commandes au niveau du courriel ou des messages. Donc, on doit parler à la personne. Ça cause énormément de problèmes. Donc, c'est un bon point à amener. Une autre chose, je me demandais, étant donné qu'on peut avoir des difficultés, est-ce qu'on doit considérer la fiducie en tant que... Comme mandat de protection, est-ce qu'au lieu de faire un mandat de protection, peut-être mettre tout en fiducie, puis avoir la fiducie qui contrôle les besoins? Ça, c'est intéressant comme question. Moi, je commence à l'utiliser, je dirais, de plus en plus avec la population qui vieillit. Il y a comme deux éléments. Un des éléments, c'est qu'on voit malheureusement certaines histoires d'horreur où même si la personne qui est le mandataire, c'est une personne de la famille, il y en a qui ont tendance à piger un petit peu dans le compte de leurs parents ou de l'oncle ou de la tante. Donc, qui servent un petit peu. Puis là, il y a cette question de protection-là du patrimoine qui, parfois, avec le mandat, est peut-être moins forte. Alors, de plus en plus, on regarde l'utilisation de la fiducie qui permet quand même qu'on puisse transférer une bonne partie des actifs de la personne. Donc, je pourrais le faire aujourd'hui, la personne met ça en fiducie. Un des avantages, c'est qu'évidemment, disons que la personne a 65 ans, 70 ans, toute sa tête, donc peut être fiduciaire aujourd'hui, administre ses biens avec quelqu'un d'autre. Le jour où elle va perdre ses capacités mentales, ben là, elle sera remplacée ou le fiduciaire qui est là continue. Mais il y a vraiment une continuité dans l'administration des biens, ce qui est un peu différent du mandat parce que le mandat, évidemment, il faut qu'il soit homologué. Donc, il y a quand même un délai entre le moment où on dit, bon, la personne a vraiment perdu ses facultés mentales jusqu'au moment où on va faire l'homologation. Donc, ça peut être quelques mois. Donc, avec la fiducie, on évite aussi cette problématique-là.
Je peux faire aussi un peu de planification successorale, dépendamment du type de fiducie qui est utilisé, qui fait en sorte que les bénéficiaires ultimes pourront recevoir les biens directement de la fiducie sans attendre nécessairement le règlement de la succession. Donc, c'est sûr que, sans attendre le règlement de la succession. C'est certain que, bon, il faut regarder les cas, là. Il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a certaines situations où la fiducie est intéressante. C'est certain que ça va toujours prendre un mandat pour toute la question des soins, évidemment. Et il y a certains biens qu'on ne mettra pas en fiducie, par exemple un REER ou un FER, parce que là, ça serait désenregistré. Mais il y a quand même, si on travaille bien entre le mandat et la fiducie, ça peut amener des résultats assez intéressants pour certains clients, oui. Mais est-ce que tu recommandes, quand on utilise un fiduciaire, d'avoir un N and OR? Puis la raison pour ça, c'est que ça donne plus de flexibilité. Des fois, ça prend des signatures de beaucoup de monde. Ça peut retarder énormément les besoins, si tu veux, quand on a besoin d'un chèque ou qu'on a besoin d'une transaction, quand plusieurs signatures sont recommandées. Ça dépend vraiment de la façon. Tu veux dire si dans la fiducie, au niveau des fiduciaires? Ou, Au niveau des fiduciaires, souvent, quand on utilise la banque, comme oui. fiduciaire, des fois, souvent, les gens vont utiliser la banque, les proches de la banque, quoi que ça ralentit quand même assez de procédure, surtout quand on met et au lieu de mettre et ou. Oui. C'est une petite distinction, mais ça fait plus de flexibilité au niveau de si le mandataire peut travailler par lui-même, il peut le faire, il peut recommander, aller chercher la fiducie au backup, c'est tout. C'est certain qu'au niveau de la nomination des fiduciaires, moi, dans ma pratique, notamment là, ce type de fiducie-là, je vois pas tellement de fiduciaires corporatifs, mais c'est certain que souvent, ça, c'est un des points des clients de dire qui est-ce que je vais nommer. Il y a certains professionnels qui acceptent de le faire, puis il y en a qui vont prendre leur retraite. Donc, parfois, ils peuvent pas le faire à cause des conflits d'intérêts, mais à partir du moment où certains professionnels décident de prendre leur retraite, bon, ils sont pas tous, il y en a qui disent l'âge, mais ça dépend toujours de l'âge aussi, mais ils sont pas tous si âgés. Donc, il y a quand même, on peut trouver quand même des amis proches, des membres de la famille, mais encore là, il faut faire attention. C'est certain que le choix du fiduciaire, ça, c'est souvent le nerf de la guerre, mais avant de nommer un fiduciaire corporatif, il faut vraiment bien analyser, puis effectivement, ça peut rendre l'administration un peu plus rigide, que ce soit un mandataire ou bien ou que ce soit un fiduciaire. Donc, effectivement, ça, souvent, c'est une bonne question. Ouais. Et souvent, moi, j'ai remarqué à travers ma pratique, c'est souvent, au niveau du mandataire, on nomme notre conjoint, qui est souvent notre propre âge. Et quand on commence à perdre nos facilités, si tu veux, nos facilités, c'est souvent quand on vieillit, plus que d'autres choses. Et notre conjoint, il est à peu près la même âge. Donc, qu'est-ce que tu recommandes qu'on regarde quand on choisit un mandataire? C'est quand même un point important parce que on se retrouve avec... C'est certain que l'âge, oui, effectivement, c'est un élément. Puis, oui, si on a le même âge, il y a peut-être des risques, des chances ou des risques qu'on arrive. Ça dépend un petit peu aussi dans la famille. Si un des deux, il y a déjà des gens qui ont eu l'Alzheimer et tout ça, mais c'est certain qu'on va vouloir y aller avoir des remplaçants. Donc, ça va demeurer important d'avoir un remplaçant en disant, si mon conjoint ne peut pas ou ne veut pas ou doit arrêter en cours de mandat parce qu'il n'est plus en mesure de le faire, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher des remplaçants. Ça va être important de les nommer à l'avance. Puis voir aussi si la personne cesse d'être notre conjoint. J'allais dire le divorce aussi, hein? Est-ce que là, cette personne-là perd son statut de mandataire? Là, j'en ai souvent qui vont dire, là, à partir du moment où c'est plus mon conjoint, non, c'est pas cette personne-là qui va décider si on divorce ou on reste branché. On a changé d'idée, je me demande pourquoi. Mais on rigole, mais ça reste, c'est important, oui, d'avoir des remplaçants. Merci Caroline, c'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels pour nous guider à travers rédiger nos mandats pour s'assurer qu'on a la bonne personne avec les bonnes compétences et qu'on répond vraiment à tous les points. Donc, merci pour ton temps, merci pour ton information toujours aussi utile et bonne journée. Merci.